Je voudrais vous parler de la bataille du Mans de 1793. Une bataille parmi tant d'autres pendant la Révolution française, une bataille parmi tant d'autres dans ce qu'on appelle les guerres de l'Ouest et surtout la guerre de Vendée qui est née au sud de la Loire et qui est un épisode parmi tant d'autres certes, mais qui aujourd'hui au XXIe siècle a encore des résonances et encore des enjeux que beaucoup de batailles n'ont pas. On commence en 1793. 1793, des insurrections paysannes contre la Révolution, pour des raisons politiques et surtout pour des raisons religieuses, naissent partout. Mais au sud de la Loire, ça va donner ce qu'on appelle la guerre de Vendée. Et cette guerre de Vendée qui commence en 1793, qui va s'achever en 1796, est surtout marquée par un épisode absolument particulier. Ces insurgés qu'on appelle les Vendéens, vont quitter la Vendée, à traverser la Bretagne et la Normandie jusqu'à Granville en octobre et novembre 1793, revenir jusqu'à Angers et remonter parce qu'ils sont chassés vers la Flèche et vers Le Mans. Ils vont envahir Le Mans le 10 décembre 1793 et c'est-à-dire que cette bataille appartient complètement à cet épisode particulièrement étonnant de la guerre de Vendée qui s'appelle la virée de Galerne et annonce aussi les soulèvements et les insurrections qui autour du Mans vont s'appeler la chouannerie et qui sont promis, on le verra plus tard, à une longue durée jusqu'en 1799 et même jusque dans les années 1840. La bataille du Mans est commencée le 10 décembre 1793, quand les Vendéens qui avaient quitté la Vendée autour de Cholet en octobre avaient fait une très longue marche jusqu'à Granville pendant un mois, avant de revenir ayant été battus à Granville, d'échouer devant Angers, de repartir en remontant jusqu'au Mans. Et il faut bien comprendre que ce qui se passe là, c'est un convoi de 12 km de long, de 40 000 personnes peut-être, une dizaine de milliers d'hommes en armes qui envahissent la ville, personne ne peut s'y opposer. Cette armée est dirigée par un très jeune général, La Roche-Jacquelin, il a 20 ans. Et les républicains ont été totalement dépassés et à partir du 11 décembre 1793, une offensive est lancée, commandée par un autre général presque du même âge, Marceau, qui va donner lieu à une bataille de 2 jours. De 2 jours entiers, le 11 et le 12 décembre 1793, qui s'achève le 13 au matin, après on ne sait pas combien, plusieurs milliers de coups de canon, après un choc extraordinaire entre les 40 000 personnes de cette virée qu'on appelle la virée de Galerne, et les 10 à 12 000 hommes républicains, et qui s'achève donc dans une victoire complète, surtout dans le fait que l'armée vendéenne est chassée, va partir vers Laval, repartira vers la Vendée en traversant la Loire, et qu'une partie des femmes, des vieillards et des enfants va partir au contraire, elle, vers les marais de Savenay au nord de Nantes, où elle sera définitivement battue, excusez-moi, de ce bafouillage. Bon, ce qui est important dans cette bataille, c'est que c'est la dernière bataille véritablement importante de cet épisode de la virée de Galerne, c'est la victoire militaire des Républicains sur les Vendéens, et c'est en quelque sorte là aussi que les choses vont devenir graves, parce que reste derrière eux 2500 au moins personnes qui ont été ensevelies, reste derrière à peu près 1 millier de prisonniers qu'on va juger, reste aussi 200 enfants orphelins qu'on va héberger et qu'on va faire travailler, et en définitive, ces souvenirs-là marquent la ville et vont les marquer jusqu'au XXIe siècle, jusqu'en 2009. Troisième acte. Dernier moment, les lieux, en définitive les lieux du crime. Nous sommes derrière la place des Quinconces, au cœur du Mans, là où précisément en 2009, au hasard de travaux, on découvre des charniers.
on découvre des charniers et on se souvient à ce moment-là, parce qu'on le savait déjà, que 2500 personnes peut-être avaient été enterrées, enfouies dès décembre 1793. 3 charniers vont être ouverts, 150 squelettes vont être étudiés et ces squelettes sont aujourd'hui 2022, sont aujourd'hui mis dans l'Institut national des recherches préventives en archéologie et qui sont en quelque sorte là stockés sans que personne ne sache quoi en faire. Et il faudra y revenir sur cette question-là. Alors, la description des squelettes est relativement simple, mais en même temps très embrouillée. Toutes ces personnes qui ont été enfouies étaient dénudées, entassés, plus ou moins en vrac, vous me pardonnerez cette expression, sans qu'on sache très exactement de quel côté ils étaient. Étaient-ils vendéens ou républicains? À la limite, peu importe, et personne ne le saura. Beaucoup ont été tués par des armes blanches, par des combats rapprochés. Ça ne veut pas dire que tous les gens morts ou exécutés se retrouvent dans ces charniers, puisqu'il y a eu à peu près 150 ou 200 exécutions capitales, 400 peut-être pour les hommes, et qu'il y a eu aussi un certain nombre de massacres véritablement abominables, dont les squelettes portent encore certainement les traces, et qui n'ont pas été totalement ni exhumés ni étudiés. Donc on a affaire là à un bloc impressionnant d'individus morts, femmes, hommes et enfants. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait? En 2009 et pendant les années qui ont suivi, fallait-il les envoyer entre guillemets en Vendée? Fallait-il les réinhumer dans un cimetière du Mans? La question se pose encore et je dirais pour terminer que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous savons de façon assurée que les 2/3 des gens qui ont été exhumés étaient en quelque sorte originaires de l'Anjou, du Maine-et-Loire, qu'une partie d'entre eux était de la Normandie ou de la Bretagne, des Chouans. Donc il n'est pas possible de les ramener à l'unité vendéenne au sens de la Vendée militaire militante et qu'il est certainement préférable en définitive, au-delà des idéologies, au-delà des luttes politiques, qu'on les mette ensemble en souvenir de cette grande guerre civile nationale qui a trouvé en 1793 cet épisode particulièrement dramatique dans la ville du Mans et qui reste d'une certaine façon encore aujourd'hui source d'incertitude de l'histoire, source non pas d'énigme mais d'acceptation de la complexité de l'histoire que nous avons vécue.